Fidèles téléspectateurs de l'émission Débat Éducation, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui lundi 6 mars à Adeta pour un événement éducatif très attendu, la rentrée académique des élèves professeurs d'école. Alors, vous savez que c'est depuis 2018 que les écoles normales étaient fermées et par la grâce de Dieu, eh bien, les autorités ont pris vraiment la résolution de rouvrir ces écoles avec une nouvelle appellation. Et comme nous sommes à Adeta, nous allons vous permettre de suivre la carte postale de Adeta dans ce reportage. La ville d'Adeta, dans le plateau ouest, est située à 119 km de Lomé, la capitale togolaise, et à une trentaine de minutes de Palimé, dans la commune de Pélé 1. Avec une bonne vue sur ces montagnes, elle est très attractive avec un environnement bien reboisé. Sa population très dynamique exerce des activités économiques de toutes sortes tout au long de la nationale numéro 1, Palimé-Adeta, Adeta-Atakpamé. Du point de vue agricole, Adeta est l'un des greniers du Togo avec une diversité de produits vivriers. Plusieurs femmes en font leur activité génératrice de revenus. Très aménagée sur le plan infrastructure, la commune d'Adeta dispose des bâtiments et services administratifs, un marché moderne et l'école normale de formation des professeurs d'école, ENFPE, autrefois appelée ENI. La carte postale, là, si bien mentionné, le symbole de la souveraineté de l'État en matière de formation pour le préscolaire et le primaire, c'est bien le bâtiment que vous voyez. Ce bâtiment, c'est le même modèle que vous verrez à l'école normale de formation des professeurs d'école de Sotoubois, à Tabligbo, à Mango et à Dapaon. On va suivre tout à l'heure la visite guidée donc, des locaux pour voir comment cela va se passer à travers la répartition, les cours qui vont se dérouler. Et c'est le directeur de l'école normale de formation d'Adeta, eh bien c'est lui qui va nous faire cette visite guidée pour nous permettre de découvrir l'intérieur des locaux. Je suis avec le directeur de l'école normale de formation des professeurs d'école d'Adeta, monsieur Pansoué, monsieur le directeur, bonjour. Bonjour, Marcel Taï. Voilà, aujourd'hui c'est un grand événement chez vous ici. L'événement était très attendu depuis plusieurs années, depuis 2018, où les écoles étaient fermées pour des raisons de réforme à fond donc, de ces institutions de formation des normaliens. Et, nous voulons voir quel est l'état d'abord du bâtiment et puis comment vous avez apprêté les salles pour le cours et combien de salles nous avons. D'accord, merci Marcel Toy. Vous permettez sincèrement que nous puissions, au nom de la communauté éducative, dire nos gratitudes et nos reconnaissances d'abord au chef de l'État, le président de la République, son Excellence, Fort Eswazimna Nyasingbe, à l'ensemble du gouvernement et à notre ministre en particulier, le professeur Doji Komla Kokoroko, pour tous les efforts, les énergies mobilisées pour qu'enfin ce jour arrive. C'est vraiment une bonne nouvelle pour les écoles normales de formation des professeurs d'école. C'est pour la formation initiale. Et comme vous le voyez, le bâtiment a été entretenu dans la mesure du possible pour pouvoir accueillir les élèves professeurs d'école. Et actuellement, nous avons 427 qui nous ont été affectés. Et nous sommes très contents ce jour. Sur les 427, nous n'avons que 48 garçons. Vous savez que option préscolaire, les filles aiment davantage ce domaine préscolaire et donc elles sont très dominantes. Nous sommes heureux quand même d'avoir un nombre qui n'est pas négligeable de garçons qui vont accompagner les filles dans la tâche qui va s'annoncer très bientôt. Adeta et Mango sont les deux écoles normales consacrées pour la formation des éducateurs et des éducatrices du préscolaire. Voilà, c'est pourquoi vous comprenez que le nombre de femmes a dominé. Et bon, comme il vient de le dire, les femmes ont beaucoup plus un choix préférable pour le jardin d'enfants.
Alors, monsieur le directeur, nous avons combien de salles de cours? Nous avons actuellement 8 salles de cours et une salle polyvalente. Et depuis que les couleurs ont été annoncées, nous avons commencé par apprêter les salles et dès aujourd'hui, les choses sérieuses peuvent commencer. Et si ça vous agrée, on peut rentrer pour que vous regardiez un peu le niveau de préparation des salles pour accueillir les élèves professeurs d'école. Voilà, monsieur le directeur, nous sommes dans une des salles, n'est-ce pas? C'est une des salles. Et actuellement, compte tenu de l'événement, nous avons évacué certaines chaises pour l'amphithéâtre. Donc, sinon, la capacité est de 40 élèves professeurs d'école par salle. Et nous en avons ainsi jusqu'à 8. Nous avons 4 salles ici au rez, 4 également à l'étage. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons également une salle polyvalente qui fait le double de cette capacité. Donc, qui contient 80 élèves professeurs d'école. Vous voyez que, a priori, nous nous sommes bien apprêtés pour accueillir les élèves professeurs d'école bientôt, tout à l'heure, et que bientôt, comme je viens de le dire, les choses sérieuses vont commencer. On va faire encore le tour, voir quelques salles. Pour accueillir les élèves professeurs d'école, dans chaque salle, nous avons des affiches, ce qu'on appelle un ensemble d'affichages. Ce sont généralement des productions des enfants dans les jardins d'enfants. Ceci pour dire un peu à nos stagiaires ou bien à nos élèves professeurs d'école que c'est ce qu'ils vont rencontrer et c'est ce qu'ils vont produire et faire produire prochainement aux enfants, puisque nous sommes au préscolaire avec l'âge de 3 à 5 ans au maximum. Et voilà, nous en avons dans toutes les salles. Au préscolaire, les enfants apprennent à travers les jeux et on peut les aider ou bien eux-mêmes, parfois ils sont inspirés à fabriquer des panneaux. Et voilà, ici nous avons des puzzles. Et après une activité d'éveil, d'observation, on peut leur demander de reconstituer par exemple un fruit ou bien le fruit qui a fait l'objet d'observation. Ici c'est de l'ananas. Et c'est une activité très importante qui aiguise l'attention, l'éveil auprès des petits-enfants. Non, c'est pareil ici, puisque au préscolaire, comme nous le disons, il y a une préactivité. Vous allez voir que nous avons des chiffres ici. Ils apprennent également dans une activité que nous appelons la pré-mathématique. Ok, mais c'est vrai à travers des techniques que nous n'allons pas tout à l'heure décrire. Mais avant d'aborder le cours primaire, ils arrivent à identifier, associer les chiffres au nombre, quantité, chiffres au nombre. Et c'est ce qu'un exemple nous avons affiché et que nous allons expliquer en attendant dans un bain d'accueil aux élèves professeurs d'école. Sinon, durant toute la formation, il y aura des activités où ils vont apprendre soit à monter ces activités ou d'autres activités. Un monde très passionnant, le préscolaire. Et faut-il que je le rappelle, la réforme a voulu une première fois que 2 écoles normales soient consacrées pour le préscolaire. Avec une forte capacité, nous en avons 427. En fait, c'est que la demande est forte par rapport au préscolaire et la spécialisation permet de sortir des élèves professeurs d'école bien outillés, bien formés et pour assumer cette tâche de formation, d'éducation surtout
des petits-enfants qui, très bientôt, vont rentrer au cours primaire. Quels défis les attendent? C'est 4 semestres, donc dans la 2 ans, oui, tout à fait. Donc, c'est la formation, je pense que vous le savez bien, est couplée de stages pratiques, ce qui fait à peu près 50%. Ils viennent d'arriver après 7 semaines d'accueil et nous allons les renvoyer sur le terrain pour 2 semaines de stage d'imprégnation. De retour de ce stage d'imprégnation, nous commençons ce que nous appelons l'administration des cours. Et vous savez que compte tenu de cette réforme, nous sommes maintenant dans ce qu'on appelle les unités d'enseignement, avec au total pour les 2 premiers semestres 70 crédits, à savoir 35 crédits pour le premier semestre. Et ces crédits sont répartis. Nous avons des unités d'enseignement fondamentales qu'il faut absolument éliminer pour pouvoir espérer suivre la prochaine étape. Vous allez entendre le micro aux concernés. J'ai choisi faire le préscolaire parce que j'aime beaucoup les enfants, j'aime rester avec eux. On peut savoir pourquoi vous avez choisi le préscolaire? J'ai choisi le préscolaire parce que j'aime trop les enfants. La formation sera vraiment de qualité parce que c'est une formation de 2 ans, ce n'est plus une formation d'1 an. Okay. Les enfants, c'est des caprices, c'est des pleurs et autres, véritablement. Vous êtes vraiment prête? Je suis prête. J'ai choisi la formation parce que l'éducation pour moi c'est une passion et j'aime vraiment l'éducation. Je veux apporter ma pierre à l'édification de notre pays, le Togo. J'ai choisi le préscolaire parce que j'aime les enfants, j'aime envie d'être avec eux, j'aime envie de les apprendre à devenir des grandes personnes. Même avec les caprices, on va faire avec. Il faut être gentil avec les enfants, avoir l'amour des enfants, aimer les enfants. Si on a toutes ces qualités, on est déjà prête pour supporter les caprices des enfants. Nous sommes à l'entrée de l'auditorium où va se dérouler tout à l'heure la cérémonie du lancement officiel de la formation. Donc c'est ce que nous appelons la rentrée académique des normaliens professeurs d'école. Ce lancement officiel est équivalent pour toutes les autres écoles normales de formation des professeurs d'école. Nous avons l'honneur de vous présenter le dispositif de formation des élèves professeurs d'école, promotion 2023-2025. Nous présenterons les objectifs de la réforme dont a parlé Madame le préfet, le dispositif de la formation, les nouveaux tests portant à organisation et fonctionnement et les stratégies de mise en œuvre. La formation initiale, nous en convenons, est un fondement de disponibilité d'un corps enseignant performant et formé au métier. De 1984 à 1999 et de 2009 à 2018, 4 promotions, puis 5. Au total, donc, 9 promotions d'élèves instituteurs ont été formés pendant 10 mois dans les écoles normales d'instituteurs. De 2018 à 2023, une réforme a abouti à une nouvelle organisation et un nouveau fonctionnement des ENI devenir ENFE, École normale de formation de professeurs d'école,
avec la semestrialisation selon le principe LMD, licence, master, doctorat de l'enseignement supérieur et un rallongement de la durée de formation. Vous êtes la 10e promotion d'enseignants en formation initiale pour le préscolaire, le primaire, et la toute première d'élèves professeurs d'école. Qu'implique donc cette réforme et qu'attend-on de vous en qualité de professeur d'école en ce 21e siècle, dans une double exigence de performance et d'enjeu de cohésion nationale, l'acquisition de compétences par vous et vos élèves et de vertus citoyennes? Les objectifs de la réforme. Il s'est agi de rédiger un nouveau dispositif de formation en l'adossant aux options nationales à la matière. Quelles sont nos priorités en besoins éducatifs, nos priorités d'acquisition de compétences d'enseignants et des élèves? Pour cela, il fallait contribuer à forcer le nouvel enseignant compétent que vous devez être et assurer la formation du citoyen capable de s'adapter aux nouveaux enjeux mondiaux et d'innover. Pour y parvenir donc, la réforme s'est voulue pour poser les bases de la professionnalisation du dispositif LMD avec des unités d'enseignement qui combinent harmonieusement les objectifs d'apprentissage cognitif, socio-professionnels et comportementaux. Dans les domaines de compétences de cette formation initiale, 64 semaines réparties en 4 semestres de formation ont été adoptées. Ce qui veut dire que vous ferez 2 ans en 4 semestres et les 4 semestres donnent au total 64 semaines. Ça veut dire que vous ferez 16 semaines par semestre et 2 semestres par an. Le dispositif est structuré, planifié avec un dosage harmonieux en fonction des exigences du métier. On y arrivera. Et il y a des mécanismes fonctionnels pour faciliter l'organisation des activités théoriques et des stages pratiques. Nous avons un dispositif à 48%, pratiquement 50% de pratique du terrain et 50% de cours en présentiel. Donc il faut une articulation pour que lorsque vous êtes ici, les élèves sont également dans les classes et vous y ferez le va-et-vient pour qu'on voit vos premiers pas dans la prestation de professeur. Et pour cela, le dispositif A prévient un profil d'entrée que vous avez, c'est-à-dire le baccalauréat deuxième partie. Cette promotion est constituée à 96% de bacheliers et de 4% de titulaires du BPC, mais ayant des diplômes professionnels de CAP, de CAP, certificat d'aptitude professionnelle. Nous avons veillé à ce que vous soyez sélectionnés de 18 à 36 ans. Il n'y a pas de maladie contagieuse. Vous avez un casier judiciaire vierge, ce qui nous rassure de votre probité morale. Et vous avez suivi l'entretien. On vous a demandé de démontrer votre motivation pour la fonction enseignante. On vous a évalué au niveau de la fluidité et du respect des règles grammaticales dans la maîtrise de la langue. Et surtout, on s'est assuré que vous connaissez au moins 2 langues nationales du pays. On ne vous enverrait pas au nord, vous direz que vous n'êtes pas de là, ou au sud, vous direz que vous ne comprenez rien. Donc, nous sommes assurés que vous serez de vrais citoyens, capables de servir partout où besoin sera, et de faciliter la cohésion nationale, et de partir du vécu et du milieu des enfants pour les amener à développer les compétences. Et justement, le référentiel des compétences parle de la préparation du cours, du déroulement de ce cours, de l'évaluation des apprentissages. Lorsqu'on n'évalue pas les élèves, on ne peut pas se rendre compte au fur et à mesure de leurs difficultés, ce qui exige une personnalisation des apprentissages et que vous connaissez chaque élève, ses besoins particuliers. Tous les élèves peuvent avoir une même note, 5 sur 20 en dictée, mais n'ont pas les mêmes besoins. Quand on dit les femmes se sont réveillées, on a mieux, mais on n'a pas mieux, mais on a mieux, ce n'est pas les mêmes problèmes, mais ils ont tous faussé. Vous devez distinguer les besoins spécifiques. Vous ne devez plus faire des remédiations collectives. Un médecin soigne son patient selon ses besoins, donc globalement. Vous devez faire la même chose.
Vous avez des compétences en gestion de l'école. Lorsque vous sortez d'ici, vous maîtrisez les contenus de toutes les classes. Et c'est très bon pour que vous soyez un chef d'établissement efficace. Parce que vous pouvez conduire un enseignant de CP ou de CP2 ou de CE alors que vous venez de sortir d'une école de formation. Ce que beaucoup d'enseignants sur le terrain n'ont pas parce qu'ils se sont spécialisés en une ou deux classes. Vous devez avoir en ce 21e siècle les compétences en TIC, les technologies de l'information et de la communication pour l'éducation. Vous ne pouvez plus dire que vous ne maîtrisez pas la saisie, vous ne maîtrisez pas les logiciels élémentaires comme Word, Excel et autres, ce qui vous permettra de scénariser vos leçons, de faire surtout les recherches telles qu'on a mis les ressources éducatives. Vous pouvez aller sur ces sites et faire des recherches, partager ces recherches avec vos pairs. Les compétences sociales. Un enseignant doit avoir des compétences dans ce domaine. Vous êtes des agents de développement. Vous n'allez pas le premier jour quitter le village, faire 30 km. Vous devez résider. Quand vous irez en stage, vous devez résider dans les milieux, vivre avec vos élèves, avec les parents, connaître leur réalité, savoir les difficultés et avoir une vertu, être considéré comme un enseignant avec une probité morale irréprochable. Ce portrait-type de l'enseignant que nous venons de démontrer est encore appelé référentiel de compétences. C'est ce que vous allez acquérir ici. Et nous avons fait des blocs. Il y a des parties professionnalisantes et il y a des parties qui concernent les activités pédagogiques, les acquisitions, comment faire progresser l'élève. On vous a dit que les élèves passent automatiquement du CP au CP2. Non. Vous devez accompagner ça d'une fiche technique. En lecture, quels sont les détails dont a besoin cet élève qui n'apprend pas encore et qui va au CP2. En mathématiques, quand je prends le calcul, je prends la géométrie, quelles sont les habilités qui manquent à l'enfant avant d'aller au CE2? C'est ce que je transmets au maître. Mais vous êtes au préscolaire, qu'est-ce qui manque à l'élève de la petite section avant qu'il n'aille à la grande section? C'est cette spécificité que vous devez savoir et accompagner les élèves. Et quand vous allez commencer tout à l'heure, c'est la semaine d'accueil. On va vous lire les tests dont on a parlé, comment l'école fonctionne, comment l'école est structurée, quels sont les rapports avec le directeur de l'école, le directeur adjoint chargé des études, le surveillant qui est chargé de la discipline, les professeurs associés et entre vous-même. Comment vous allez vous organiser à l'intérieur, au niveau des comités, comment vous allez participer, comment vous allez faire les leçons d'essai, quelle est l'articulation entre vous, les maîtres titulaires, les directeurs du centre, et comment l'école normale fait l'articulation avec les directeurs régionaux pour identifier les écoles où vous devez, les jardins où vous devez faire vos stages, vos pratiques, et comment vous allez travailler avec les directeurs, les enseignants de ces écoles, de ces jardins. Le dispositif a déjà mis en place cette articulation. Et donc, vous avez 16 champs disciplinaires et 32 unités d'enseignement au préscolaire. Et comme nous parlons de tous les professeurs d'école, au primaire, c'est 14 champs disciplinaires et 32 unités d'enseignement. Nous avons des unités fondamentales. Ça veut dire, vous voulez enseigner mathématiques, français ou bien histoire, géographie, vous devez savoir les basiques. Je ne peux pas enseigner les basiques si je ne maîtrise pas l'utilisation des instruments. C'est basique. Je ne peux pas enseigner le français si je ne connais pas les pronoms, comment pronominaliser avant de faire les accords. Je ne peux pas enseigner la géographie si je ne maîtrise pas la cartographie. Je ne peux pas enseigner l'histoire de mon pays si je ne connais pas les grands axes, et les grands événements, et les acteurs, les dates et les conséquences de ces faits historiques. Il y a les unités d'enseignement de spécialité. C'est-à-dire, je suis enseignant, je dois avoir les gestes professionnels. Comment faire à l'enfant? Comment faire tenir l'instrument là que je tiens au tableau à l'enfant et dans le cahier? Comment je peux faire l'accord à l'enfant? Comment je peux amener l'enfant de l'observation à monter son propre apprentissage pour conclure avec les expériences et mettre une hypothèse avec une situation problème et vérifier cette hypothèse pour avoir la culture de la manipulation expérimentale et des sciences. Nous ne voulons plus former des gens qui ne font que bavarder. Nous voulons former des gens qui savent agir, qui sont compétents.
qui ne vont pas grossir le lot des chômeurs. C'est pourquoi il y a des unités d'enseignement complémentaires. Lorsqu'on va déceler ici qu'il y a des choses à ajouter dans le dispositif, il y a quand même une marge pour le faire. Les unités d'enseignement libre, c'est quoi? Vous êtes enseignant, vous venez dans un village, c'est à vous de connaître les lois des jeux, football, etc. C'est à vous de tracer le terrain selon les normes réglementaires. C'est à vous de monter la tour théâtrale. C'est à vous de monter la chorale, comme on vient de le voir. C'est à vous d'initier le jardin potager, le filtrage d'eau. Vous n'allez pas fuir le village parce que l'eau n'est pas protégée. C'est à vous d'impacter. C'est à vous d'avoir des gestes de développement durable. Vous ne serez pas les premiers à couper le bois, à faire du charbon dans ce village. Vous devez changer les données. Et les activités comportent souvent 16 crédits. C'est 54% du total et les stages que vous ferez 46% du total des crédits. Et nous avons les jeux libres, nous en avons parlé. Ensemble, vous avez 1680 heures à faire pour 140 crédits. Si vous divisez par 4, vous verrez que chaque semestre comporte 35 crédits. Et il vous faut tout faire pour avoir les 35 crédits par semestre. Sans quoi, qu'est-ce qui arrive? Les 4 semaines entre 2 semestres serviront à ce que vous fassiez des remédiations, à ce que vous puissiez vous rattraper. Sans quoi vous ne pourrez pas accéder au semestre 2. De la même manière, entre le semestre 2 qui constitue la fin de la première année par rapport au semestre 3. Parce qu'à la fin du semestre 2, il y aura une autre cohorte qui viendra et sera en première année. Donc vous avez intérêt vraiment à vous y mettre. Il y aura des rencontres d'échange avec les directrices et les enseignants du terrain. Il y aura également des professeurs associés qui viendront appuyer la formation sur des notions spécifiques, sur des conférences d'actualité liées à l'éducation et aux autres enjeux de notre pays et au niveau mondial. Donc, cette évaluation vous permettra d'avoir le diplôme de professeur d'école. Quelle est la différence? Anciennement, c'est le CFL, le certificat de fin d'études normal d'instituteur. Là-bas, quand vous sortez, il y a la pratique qu'on fait pour que vous ayez le CAP CFNLI. Ça complète le certificat. Maintenant, c'est un diplôme. Quand quelqu'un a la licence, même s'il vient enseigner et ne réussit pas la pratique, il a toujours sa licence. Alors qu'avant, si vous échouez 2 fois, on annule votre CFNLI. Aujourd'hui, non, c'est un diplôme. Donc, cela a plus de poids et ça vous donne la qualité de professeur d'école. À vous de démontrer que vous avez une plus-value. Nous avons parlé des tests. Il y a 3 tests fondamentaux qu'on va discuter avec vous cette semaine. L'arrêté interministériel qui a porté changement de dénomination, du rallongement et du certificat qui est devenu le diplôme. L'arrêté 615 du 8 novembre qui porte organisation et fonctionnement des écoles. Vous devez savoir comment c'est organisé, comment ça fonctionne, vos liens avec tous les autres acteurs. Et également l'arrêté 616 du 8 novembre portant règlement intérieur. Mais spécifiquement, qu'est-ce qu'on constate? Votre cohorte sur le plan national est à 64% littéraire, 56,33 de la A, et 4,78 de la GE, 2,67 de G2. Et la cohorte d'Agueta répond pratiquement aux mêmes données, 56,33% en A, et légèrement plus en D, 31,06%. Mais nous constatons qu'il y a autant de garçons que de filles sur le plan national, 50,57% de garçons, 41,43% de filles. Mais au préscolaire, nous constatons qu'il y a 89% de filles et 10% de garçons. Cela impose que vous devez faire preuve de respect mutuel dans vos relations de travail et vous entraider en toute confiance. Monsieur le ministre, chers invités, au vu du dispositif de formation structuré en unité d'enseignement, de spécialité fondamentale d'approfondissement auxquelles s'ajoutent les unités complémentaires libres, soutenues par 50% de durée de formation dédiée au stage,
vous avez toutes les possibilités, chers élèves, professeurs d'école, de vous en sortir en bons enseignants. Le corps professoral, l'équipe de direction, sous la supervision des autorités éducatives, verront scrupuleusement l'exécution du programme pour que vous ayez les gestes et surtout les réflexes professionnels requis de vos professeurs d'école. Et nous restons entièrement disponibles pour vous accompagner de même que tous les acteurs pour l'atteinte des objectifs liés au P9, P10 de la feuille de route gouvernementale 2020-2025 et que vous soyez vraiment cette première promotion qui sortira en octobre 2024 nantie de toutes les compétences d'enseignants de qualité réfléchis, professionnels et responsables. Je vous remercie. Je voudrais très simplement vous faire part de quelques réflexions séquenciées et vous dire aussi mon état d'esprit sur ce que nous faisons dans le secteur éducatif que je considère comme la clé de notre avenir. Je vous dirais simplement que en ce jour, le système éducatif a rendez-vous avec le meilleur de lui-même. La formation des formateurs au service de notre jeunesse qui reste encore une chance et non une charge. Mesdames, Messieurs, pour arriver à la réouverture, d'abord la transformation des ENI en école normale de formation des professeurs des écoles et pour leur réouverture en ce jour sur toute l'étendue du territoire, je vous dirais que ce fut un processus à plusieurs visages. Je voudrais ici particulièrement remercier son Excellence Monsieur le Président de la République, Faure Eswasiland Gnassingbé, pour son écoute, ses attentions et ses accompagnements permanents pour faire aboutir ce processus. Les mêmes lauriers iront à l'endroit du gouvernement et particulièrement à Madame le Premier ministre qui a su jouer de ses partitions pour faire triompher l'idée que la réouverture des écoles est à l'éducation ce que le vent est au feu. Je n'ai pas le don de faire le culte de la personnalité, mais les partenaires techniques et financiers ici présents ont su également aider de ce challenge. Très chers élèves, vous avez souhaité embrasser la carrière d'enseignant et d'enseignante. Et je crois qu'il s'agit d'un métier assez noble. Sans l'éducation, il n'y a pas de société. Alors, vous avez souhaité embrasser cette carrière et c'est un choix assez audacieux et assez cohérent. Et vous savez, quand vous remontez l'histoire des écoles normales, c'est de vous dire d'abord l'idée de l'école appelle à un travail assez fouillé, assez soigneux. Et quand on parle de l'école normale, je pourrais vous dire qu'au fond, vous avez souhaité être des modèles pour les autres. Et si on devait réinstituer l'école normale de formation des professeurs d'école, on parlera simplement de l'école des bonnes pratiques enseignantes. Voilà le choix que vous aviez fait en me référant à la loi Guizot en 1833 qui a créé la première école des instituteurs. Alors, que pourrais-je vous dire d'assez extraordinaire que vous ne saviez d'ores et déjà? Vous savez, votre sélection n'a pas été de tout repos. Nous avons eu 18 482 dossiers. 18 262 ont été étudiés, 2656 retenus et la parité a énormément retrouvé sa place. 1342 garçons contre 1314 filles. Voilà le tableau final. Mais je crois que moi je vous aime bien et je vous dirai la vérité. Toute la vérité et rien que la vérité. Disais-je, cette sélection n'a pas été de tout repos parce que vous avez un niveau globalement faible.
vous avez un niveau globalement faible. Et en prenant les mathématiques et le français, c'est la catastrophe. Et beaucoup d'entre vous ont eu des bacs D en série A. Et beaucoup d'entre vous ont eu des bacs A en série D. Ça voudrait dire simplement que ceux qui ont parmi vous le bac A ont réussi par le concours des matières scientifiques. Et donc, dans leur matière de prédilection, c'est le chaos. Même réplique pour la série D, où vous avez des élèves qui ont 2, 3, 4 en maths, physique, SVT, et qui se tirent par 16 en histo-géo, 14 en anglais, etc. Voilà un peu le tableau clinique de ceux qu'on a ici et jusqu'à d'abord. Vous devriez en prendre conscience, alors, d'une véritable rupture. Parce que si vous sortez ici en bras cassés, vous allez brûler l'avenir de vos enfants et de nos enfants. Parce que vous serez des amateurs et l'approximation et la pagaille seront au cœur de votre discipline. Moi, je voudrais vous rassurer que vous avez fait le choix de cette école. Je voudrais qu'elle vous soit utile. En contrepartie, la disponibilité, le soutien du gouvernement ne vous manqueront jamais. Et les concours vous seront organisés. Et si vous êtes tous bons, vous serez recrutés. Il s'agira d'une véritable clôture à une expérience faite, celle des enseignants volontaires qui, au-delà de leur participation à une mission de service public en des périodes charnières, cette expérience, à la vérité, n'a pas été à la hauteur des attentes pédagogiques et académiques. Donc nous avons tous l'obligation de résorber définitivement ce îlot d'anarchie pour épouser la modernité enseignante. Vous nous aviez dit que vous cultivez l'excellence et que vous êtes notre avenir. La confiance ne se présume pas, elle s'accorde. Et in situ, je vous déclare des hommes et des femmes bien et de bien. Et je sais compter sur vous pour être les modèles de ces nouvelles écoles de formation, ces modèles qui irrigueront l'ensemble de toutes celles et ceux qui décideront de leur parcours un jour de rentrer dans une école normale de formation des professeurs des écoles. Alors, au corps enseignant, je vous ai dit que la République ne vous a jamais oublié. Elle ne vous oubliera pas, quoique parfois nous avions été dans l'incapacité de se parler franchement. Et je crois qu'au jour le jour, nous essayons de vous convaincre que les meilleurs canons de vos revendications restent le dialogue et la confiance. Et je sais ce que vous faites au jour le jour. Et je le dis toujours, j'ai le privilège aujourd'hui d'être ministre, d'être toujours président de l'université de l'ONU, mais aussi un enseignant qui continue par faire ses cours. Et je sais alors ce que c'est qu'être enseignant. C'est pour ça que je vous dis, nous devrions progresser. La confiance ne se présume pas, elle s'accorde. Vous l'aviez de ma part. Je peux dès lors très fièrement et très solennellement déclarer ouverte la rentrée académique des écoles normales de formation des professeurs des écoles. Je vous remercie. À l'ENFPE d'Habitat pour vous exprimer leur sincère gratitude et partant de vous à tout le gouvernement et particulièrement à son Excellence Monsieur Faure Essozuna Nyasimbe, président de la République, pour la réouverture des ENFPE et pour l'intérêt sans cesse croissant
accordée à l'éducation de la petite enfance. Ce lancement, comme nous l'avons dit en début d'émission, est valable pour toutes les écoles normales de formation des professeurs d'école. Nous tenons à remercier les autorités pour les mots à l'endroit des normaliens, à l'endroit des professeurs. Voilà. Et nous espérons que tout va se passer très bien durant les 2 ans de formation. D'ici là, nous vous devons vraiment merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Bye bye.